Bonjour. Je vais vous présenter une expérience qui est à beaucoup plus petite échelle. Vraiment, moi, c'est un journal de création, enfin, un journal hebdomadaire dans lequel il y a plusieurs textes de création que je vais vous présenter. Je vais commencer un petit peu par le contexte rapidement de à qui j'enseigne au Cégep Marie-Victorin, puis qu'est-ce que je voulais faire avec cette activité-là. Je vais présenter ensuite, c'est très scolaire mon affaire, là, les objectifs, les consignes que je donne, la grille d'évaluation. Puis finalement, en fait, ce que j'aimerais vous présenter, c'est un peu les effets que ça a eu sur mon enseignement de changer d'intégrer cette activité-là dans mon cours. À Marie-Victorin, on a un cégep qui accueille des étudiants dont la MGS au secondaire à l'admission est plus faible que dans le réseau. Des étudiants qui ont des parcours particuliers en lien avec la langue. Puis, ben, c'est pas super important de dire ça, mais ce qui me marquait dans les dernières années, c'est que de plus en plus, quand je leur parle dans les premiers cours, il y en a plusieurs qui ouvertement me disent que ce qu'ils veulent que je sache d'eux, c'est qu'ils sont poches en français. Je trouvais ça un peu dur comme constat pour le début, pour un début de session en 101. Puis, je voyais aussi beaucoup d'étudiants qui peinaient à se mettre à la tâche quand c'était le temps d'écrire pour toutes sortes de raisons. J'ai pas d'idée, je suis pas créatif, je sais pas comment m'y prendre. Donc, j'ai essayé de trouver des activités qui allaient leur permettre de faciliter un petit peu cette entrée dans les cours. Mon objectif quand j'ai pensé à cette activité-là, c'était vraiment de délier l'écriture, mais sous toutes ses facettes, là, même physique. Je me disais, ben s'ils écrivent toutes les semaines avec un crayon, ils vont finir par être habitués et ne plus avoir cette crainte-là. Délier l'écriture, affectivement aussi faire tomber des barrières, là, peut-être se sentir un petit peu moins poche quand c'est le temps d'écrire. Puis, intellectuellement aussi, essayer de voir le jeu qui était possible quand on faisait de l'écriture. Donc, c'était vraiment ce que je souhaitais faire. Puis, ben, je vous dis tout de suite que mon premier objectif, physiquement, j'ai pas réussi à le mener à terme parce que le journal que j'ai préparé, c'est quelque chose qui se fait à la maison. Je parlerai plus tard de l'IA. Parce que donc, mais physiquement, ils ont pas musclé leurs mains pour cette activité-là. Donc, le déroulement de l'activité, c'est une activité que je donnais une consigne chaque semaine et les étudiants et étudiantes étaient invités à répondre à cette consigne-là à la maison chaque semaine, mais je ramassais pas le travail chaque semaine. Donc, à la limite, s'ils ne le faisaient pas vraiment la semaine donnée, je ne le savais pas, je le récupérais 3 fois dans la session. Donc, 3 fois des activités qui valaient 5 là, des blocs de textes qu'il et elle me remettaient. Donc, semaine 3, 8 et 11, les activités sont remises. Et dans l'idée de les valoriser aussi dans leur écriture, j'avais prévu une exposition à la fin de la session avec leur création préférée. Ils en choisissaient une que je relisais, mais avec un autre regard. Ils pouvaient la retravailler, puis on faisait une exposition au cours 14. Donc, ça fait à peu près 10 ou 11 rédactions d'à peu près 200 mots que les étudiants remettaient. Bon, Cégep avec une MGS plus faible, mesure en 101, moins d'étudiants. Et j'ai travaillé ça aussi, j'avais une libération d'un cours pour le moment où j'ai mis ça en place. Mais honnêtement, euh, ça se corrige de façon beaucoup plus agréable que d'autres textes. J'ai mis ici les thèmes qui étaient abordés dans les différentes présentations. Je ne vais pas vous lister toutes mes consignes, là, mais chaque semaine, ils avaient une petite mise en contexte, une consigne plus claire, puis un petit rappel sur l'authenticité des sources, disons, et sur l'importance de se corriger. Mais là, je vous ai mis seulement les thèmes, mais je vais vous parler de certaines activités parce que les premières, en fait, servaient vraiment à établir un pacte avec les étudiants pour les lancer dans cette activité-là. L'activité zéro, en fait, elle est zéro parce que celle-là, elle est faite en classe, puis c'est un peu une rédaction diagnostique. Puis, je pars de l'espèce fabulatrice de Nancy Houston elle va parler du nom, en fait, du récit qui nous est imposé par le nom qui nous est donné. Puis, je demande aux étudiants, aux étudiantes de me raconter l'histoire de leur nom. Puis le premier pacte, en fait, c'est ben, vous pouvez bien me dire ce que vous voulez, je n'irai pas vérifier. Donc, ça leur permet de déjà se mettre à distance ou de s'inventer la personne qu'ils ont envie de présenter à leur prof de français. Et puis, ben, déjà, ça évite un petit peu de se présenter seulement avec leurs lacunes en français.
Deuxième pacte, mais en fait, les premières activités là, sont très proches de ce que vous avez vu si vous suivez le Lirel dans les dernières années. Donc, la bibliothèque idéale, puis le portrait, la bibliothèque personnelle, puis le portrait d'eux-mêmes en lecteur ou en lectrice. Donc, c'est des choses qui sont très proches de ce que vous avez entendu. Mais le deuxième pacte, il est signé avec la bibliothèque personnelle dans lequel je leur demande de me présenter trois œuvres, trois livres qui les ont marqués. Mais il n'y a pas de jugement sur le livre. Ça peut être celui qu'ils n'ont pas lu et qu'ils auraient peut-être dû lire au secondaire. Donc, tout ça est accepté. Donc, ça aussi, ça permet d'asseoir certaines choses pour cette activité-là. Le journal fait de cette façon-là permet aussi d'adapter la matière vue en classe. Donc, j'essaie de me coller un petit peu à ce qu'on lisait. Et puis, par exemple, l'activité Si votre vie est un roman, dans laquelle je leur demande d'écrire la première phrase du roman qui raconterait leur vie, puis après ça, de me justifier, en fait, d'analyser cette phrase-là. Ils posaient beaucoup de questions sur la narration. Quel choix ils avaient fait? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est écrit au présent ou au passé? Puis qu'est-ce que ça créait comme effet? Puis là, vraiment, ils me disaient, j'ai voulu faire telle chose. Donc, ça leur permettait de s'approprier la matière vue en classe. Ça me permet aussi de m'adapter au rythme émotionnel de la classe. Semaine 9-10, creux généralisé dans la motivation. Donc, on dirait que c'est commun. Je donnais l'activité, une victoire petite ou grande dans laquelle je leur demande de raconter une victoire qu'ils et elles ont vécue, de la plus petite victoire à la plus grande, mais de la raconter au présent, puis d'insister sur les sensations. Donc, les oblige en quelque sorte à revivre leur victoire. Puis, à la fin aussi, j'en profite pour faire des bilans, les obliger à faire des bilans, puis voir ce qu'ils ont appris ou de quelle façon ils ont changé au cours de la session. Donc, ça favorise aussi une certaine perception d'accomplissement. Je vous parle quand même d'une activité qui marche moins bien. Il y en a. Donc, c'est l'activité Le Monstre. Qui est, en fait, au début, je me disais, bon, il y en a peut-être qui vont être fatigués de toujours aller dans la création ou d'en parler de soi, même s'ils ont droit à l'invention. Puis là, comme on lisait Phèdre, on se préparait à lire soit La fille d'elle-même ou La bête à sa mère. Donc, on était dans des personnages assez troublés, disons. Et puis, je leur demandais de me parler d'un monstre, mais ils avaient le droit de s'inspirer de la vie réelle. Puis là, ça a donné des choses qui sont allées trop loin, mais dans les deux directions opposées. D'un côté, j'ai des étudiants qui sont allés vraiment dans l'intimité de leur démon personnel. Puis là, c'est moi qui n'étais pas nécessairement bien de savoir ça, même si c'était peut-être pas vrai, ça allait un petit peu trop loin. Puis de l'autre côté, j'ai des gens qui m'ont fait des parodies, pas des parodies, mais des textes dignes d'une mauvaise copie de Wikipédia. Donc, cette activité-là est vraiment à revoir. Donc, mais ça m'a permis de voir aussi les deux extrêmes dans ce qui peut être intéressant ou pas. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous allez arriver à lire, mais ça, c'est la tragédie du quotidien. On était en train de lire Phèdre. Ils apprenaient la tonalité tragique, puis je leur demande de raconter un événement banal, mais en servant des procédés formels associés à la tonalité tragique. Et puis là, on a quelqu'un qui raconte un stationnement dans un parking de centre d'achat mais avec plusieurs procédés formels. Ça m'a beaucoup fait rire. Mais vous voyez ce que je peux recevoir, puis vous voyez que c'est loin d'être parfait du point de vue de la langue. Donc, contrairement à Saint-Laurent, nos élèves font encore des fautes. Donc, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je vous présente une grille de correction en mutation. Elle est loin d'être parfaite. Puis c'est écrit très petit, puis je suis contente que ça soit écrit très petit parce que je l'assume plus ou moins, mais les critères que j'ai vus, que j'ai mis ici, le premier, c'est l'ampleur de l'investissement personnel, l'authenticité des réponses, originalité. C'est un critère qui comptait pour moi au départ, puis à cause, en fait, de la présence de plus en plus présente de l'intelligence artificielle, j'ai augmenté la pondération pour ce critère-là parce que ce que je voyais, c'est que quand les étudiants faisaient reformuler leurs textes ou les faisaient carrément faire par l'intelligence artificielle, ça donnait des textes vides
est totalement désincarné. Donc, en augmentant cette pondération-là, je pouvais peut-être contrer un peu, mais pas tout à fait, l'utilisation des reformulateurs. J'ai mis aussi un critère qui est le respect des consignes et des indications par rapport à la forme. Puis nous, le critère langue est intégré euh, dans la grille, donc c'est une correction positive. Puis j'ai la permission, selon ma PIA, pour des textes qui ne sont pas liés nécessairement à l'épreuve finale, qui est une analyse littéraire, donc des textes qui sont plus du type portfolio, de faire une évaluation qualitative de la langue. Donc, c'était une très grande chance parce que quelqu'un qui, si je veux délier l'écriture, puis que j'enlève systématiquement 30 points, puis que je mets tout en rouge, je rate un peu mon objectif de départ. Donc, ça, c'est ce que ça me permettait de faire avec la grille de correction. Plein de problèmes malgré tout. Donc, comme je vous disais, je suis contente que la grille soit écrite en petit, puis que vous puissiez plus ou moins la lire, parce que l'évaluation de la langue, c'est un des problèmes que j'avais. Comment conserver donc cette absence de jugement, le souhait de délier l'écriture en punissant sévèrement. Donc là, la correction qualitative me le permet un peu plus. Ensuite, ici, ce que vous voyez, j'ai mis deux critères pour l'évaluation de la langue. Je ne sais pas si je vais le garder comme ça parce que j'avais mis d'un côté des points pour la recherche lexicale, puis pour l'adaptation vraiment à la situation dans laquelle je souhaitais qu'il se trouve. Mais en même temps, si c'est un texte de création, ils sont aussi un peu responsables de cette situation-là. Donc, je ne suis pas certaine que je continuerai de séparer la langue de cette façon-là. Là, j'avais mis un point pour la première partie, puis deux points pour la grammaire, là. Donc ça, je ne sais pas si je le garderai comme ça. Il y a aussi le problème que vous imaginez de la fragilité du contenu dans des textes qui flirtent avec l'autofiction, parce que, ben, on l'abordait tout à l'heure, quelqu'un qui va me raconter ses démons intérieurs, comment je fais pour évaluer ça ou pour dire non, finalement, c'est pas une bonne chose. Donc, c'est sûr que je me réfugiais dans la distance permise par la fiction parce que en disant à mes étudiants qu'ils avaient toujours le droit d'inventer, ben, je me donne aussi de mon côté le droit de ne pas intervenir. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, mais vraiment le texte comme une mise à distance. Mais ça reste que c'est pas facile d'évaluer, de mettre une note sur quelque chose qui peut être intime. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme choix, en fait, c'est de vraiment évaluer le respect des consignes, puis aussi l'authenticité, la recherche langagière qui pouvait être faite. C'est vraiment là-dessus que j'ai posé mon regard. Mais c'est sûr que ça donne des choses différentes comme résultat. Puis, ben, je ne sais pas si le bruit a couru, disons, parmi mes étudiants de faites vos journaux, ça aide à augmenter la note. C'était pas vraiment ça le souhait au départ, mais si ça les incite à écrire, je me dis, bon, ça peut être une bonne chose. Et puis, ben, mon autre point, j'avais écrit intelligence artificielle dans mes questionnements. Donc, l'intelligence artificielle, puis dans mes notes, j'écris ouais. J'ai utilisé ce journal-là 3 sessions. La première session, il n'y en avait pas. La deuxième, il y en avait un petit peu. La troisième, j'ai eu dans un groupe 10 cas où on me demandait, la consigne était de raconter un choix qu'ils avaient dû à faire dans leur vie, puis de raconter la vie qu'ils auraient eue, en fait, s'ils avaient pris l'autre autobus ce matin-là. Et j'ai eu 10 cas de gens qui avaient fait des choix difficiles dans leur jeune entreprise. Il semble que je ne crois pas tellement. Donc, ils ont perdu beaucoup de points pour le premier critère. Dans une langue que vous imaginez totalement désincarnée et vide. Donc là, je ne sais pas, qu'est-ce que ça donnerait maintenant que l'intelligence artificielle est encore plus facile, plus présente, mais c'est quand même une activité qui est difficile à transposer complètement en classe parce que même si c'est pas très long à écrire, je veux quand même qu'ils aient le temps d'y réfléchir. Mon étudiante qui a fait son stationnement en parallèle en presque alexandrin, je dirais, elle y a réfléchi. On n'aurait pas eu le temps de faire ça en classe.
Puis, ben, en fait, l'intelligence artificielle, ça pose aussi le problème de la langue parce que là, il y a un gros décalage entre ceux et celles qui utilisent la reformulation, qui ont aucune erreur, mais à qui je donne les 30 points, ben, les 3 points pour la langue, et ceux et celles qui font des efforts. Donc, je n'ai pas de solution. Je suis là-dedans. Je ne sais pas si mon activité va pouvoir continuer d'exister dans sa forme actuelle. Ça serait dommage de l'abandonner. J'espère trouver une solution parce qu'il y a quand même des constats intéressants d'avoir fait cette activité-là. Puis je pense qu'il y a des choses qui ont été changées à la fois chez les étudiants et étudiantes, puis chez moi. Un des constats que j'ai fait, en fait, c'est qu'un des objectifs que j'avais qui était d'améliorer en fait la relation à l'écrit. Je pense que ça a quand même assez bien fonctionné pour plusieurs. Ça a créé une habitude, ne serait-ce que ça, de s'asseoir régulièrement, même s'ils les ont fait en bloc, à la limite, c'est 3 fois dans la session où ils ont dû s'asseoir pour créer quelque chose. Euh, le fait de partir de soi chaque fois aussi, ça, je crois que ça aidait vraiment à enlever la page blanche. Ils pouvaient parler d'eux facilement. Ils pouvaient inventer tout ce qu'ils voulaient aussi à partir d'eux. Donc, ça leur donne quand même une grande part de liberté. La contrainte aussi pouvait être fertile pour plusieurs parce que comme on partait de choses qu'on avait vues en classe, mais qu'on pouvait les déplacer, je crois que c'était quand même quelque chose qui était fertile pour eux. En fait, puisque j'ai remarqué beaucoup, parce que plusieurs me l'ont dit ou me l'ont écrit dans les 3 dernières activités, entre autres, c'est qu'ils ont apprécié être lus. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Ils étaient surpris que je les commente vraiment sur ce que j'avais écrit. Puis ça a amélioré beaucoup aussi la relation que je pouvais avoir avec eux. Puis tout en préservant leur pudeur, parce que ce qu'ils écrivent, c'est vraiment seulement ce qu'ils ont envie de livrer. On n'est pas dans une conversation en direct où ils peuvent se sentir coincés. Ils sont totalement maîtres de ce qu'ils veulent me raconter. Donc, c'est comme si on déplaçait la relation pédagogique, le dialogue que je pouvais avoir avec mes étudiants, mais à travers un texte qui a toujours un délai, en fait, entre le moment où ils l'écrivent, le moment où je le lis, le moment où ils reçoivent des commentaires. Puis cette distance-là, je l'ai trouvée très, très intéressante dans le cadre de mon cours. Pour moi, j'ai eu l'impression, ça a changé aussi ma posture de lectrice. J'ai trouvé ça intéressant parce que souvent, en tant que prof, on corrige. Donc, quand on lit les étudiants, c'est pour leur enseigner quelque chose ou pour les sanctionner. Donc, c'est pas toujours une posture que j'apprécie. Tandis que là, j'ai pu être celle qui se laisse berner, qui ne sait pas si c'est vrai, qui doit douter de ce qui m'est raconté. Puis aussi une lectrice spécialiste en quelque sorte. Moi, j'ai appris à travailler les textes, puis là, ben, j'avais cette occasion-là, donc c'était beaucoup plus valorisant euh, pour moi de lire les textes qui étaient produits. Puis aussi, avec la dernière activité, je me suis permis des conseils un peu éditoriaux, mais sans du tout être compétente dans ce domaine, mais de pousser des élèves à aller plus loin dans certains textes. Ça a été aussi très fertile. Donc, amélioration de la relation pédagogique, j'ai eu accès des facettes de mes étudiants auxquelles je n'avais pas accès d'habitude. Il y a des choses qui se sont placées rapidement, ne serait-ce qu'avec le choix du nom, le récit du nom, tous ceux et celles qui ont choisi eux-mêmes leur nom pour différentes raisons dans leur vie me le disent dès la première séance dans un objet privé. Donc, ça facilite aussi les relations entre les étudiants et moi. Puis, ben, je prends 1 minute, même pas pour la suite. En fait, c'est que j'ai trouvé ça tellement intéressant, cette façon de procéder-là, que tout à l'heure, on disait que je mène en ce moment une recherche pour caractériser le rapport à l'écrit des étudiants. Puis, ben, j'essaie de me servir de ça, en fait, pour développer une espèce d'outil pour la mise à distance, pour voir, en fait, je dis ça très, très vite, on en parlera à la pause, mais afin de documenter le rapport à l'écrit des étudiants, de parler de ça. En conclusion, le fait de proposer des textes qui flirtent avec l'autofiction et la création, ça m'a permis d'abolir des frontières, mais en créant une distance. Fait que c'est vraiment ça qui ressort de mon expérience. Et puis, ben voilà, j'ai fini là-dessus.